Cette année, la Journée internationale de la femme s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur du droit des femmes, de l'égalité et de la justice. Le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes, ont fait la une des médias et ont fortement suscité un débat public stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement. Dans le monde entier, des personnes se mobilisent pour un avenir plus équitable. Cette mobilisation a pris la forme de marches et de campagnes mondiales, dont la campagne #MeToo aux États-Unis et les actions équivalentes menées dans d'autres pays protestant contre le harcèlement sexuel et la violence. La Journée internationale de la femme 2018 est l'occasion de transformer cette dynamique en action, de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes, ruraux et urbains, et de célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel. Dans le département des femmes et des études sur le genre à l'Université de Virginie, j'ai enseigné l'importance pour nos sociétés de lutter contre la formation des inégalités hommes-femmes de par le monde. L'importance cruciale également de faire l'égalité des sexes, non plus seulement l'affaire des filles et des femmes dans leur revendication et incarnation du progrès social, mais également l'affaire des garçons et des hommes eux-mêmes en tant que sujets et acteurs. Les garçons et les hommes ne doivent plus être considérés comme résistants aux conquêtes des droits des filles et des femmes, mais comme acteurs et demandeurs bienveillants d'une égalité dont tous et toutes tireront profit. Les garçons et les hommes ne sont pas les vainqueurs du jeu social. À bien des égards, ils sont dominés par leur domination. C'est aussi en les impliquant que ce combat pour l'égalité sera mené à bien. Ils doivent renoncer au privilège que la domination masculine s'applique à la sphère publique, économique, sociale ou domestique, qu'ils payent au prix fort en termes de coûts émotionnels cachés pour eux-mêmes, leurs familles, leurs compagnes et la société tout entière. Moindre longévité, violence contre soi et autrui, forte dépendance à l'identité professionnelle. Cette démarche d'impliquer les garçons et les hommes dans les stratégies d'égalité passe par des actions de sensibilisation sur les stéréotypes masculins dès l'école primaire, le collège et le lycée. Une lutte contre le sexisme et le machisme ordinaire, un renforcement de l'éducation affective et sexuelle aussi, pour endiguer la banalisation silencieuse de la pornographie et du viol. Une vision moins sacrificielle des fonctions dirigeantes et électives, un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie familiale. Impliquant les garçons et les hommes, l'égalité femmes-hommes peut être relancée et ouvrir la voie à une société plus juste et plus humaine. Car lutter pour le droit des femmes, c'est lutter pour le droit humain partout sur la planète. C'est la raison pour laquelle, en tant que professeur d'anglais au lycée Français Liberté, après avoir analysé le terrain et les différentes réactions chez les élèves sur les questions de règles, de rôles et attentes de genre, quelles que soient leurs origines, culture, religion et nationalité, j'ai décidé de créer le club bilingue XY de l'égalité. L'implication des garçons dans ce projet est d'égale importance à celle des filles. Et ils sont toujours plus nombreux à être courageux à nous rejoindre, car pour atteindre l'égalité, il faut être deux. Deux, c'est toute la symbolique de cette pièce de théâtre en 2 actes. La voix d'un homme noir de l'Afrique d'hier, les garçons, et celle d'une femme noire de la France d'aujourd'hui, les filles. Le projet de libération de la femme est inséparable du projet global et total formulé par Thomas Sankara pour renverser l'ordre social établi. Par ses paroles et ses actes, Sankara bouscule les mentalités. Héritier d'un pays et d'une colonisation où la domination politique, l'exploitation économique et l'exclusion sociale de la femme étaient la norme, Sankara a opté pour la rupture. Assimilant les femmes à des prolétaires et déterminé à les organiser, à les éduquer et à les défendre, Sankara œuvre à les responsabiliser pour la conduite de leur propre destin et l'aboutissement de leur libération. Paroles et actes de Sankara révèlent donc une pensée révolutionnaire authentiquement féministe. Rarement dans l'histoire des révolutions, la pratique est allée de pair avec la théorie en ce qui concerne la libération des femmes. Olympe de Gouges, pour ne citer qu'elle, n'a-t-elle pas payé de sa vie son opposition à Robespierre et à une révolution qui était une affaire d'hommes? La prise de position courageuse et sincère de Sankara est sans précédent dans l'histoire du Burkina et dans celle des idées politiques. Léonora Mianou est une femme de lettres franco-camerounaise. En 1991, elle s'est installée en France. Son œuvre a la particularité de créer une littérature afropéenne, une œuvre romanesque travaillée par des thématiques liées aux expériences subsahariennes et afrodescendantes. Dans Femme in a City, la cité en question est Paris. La voix est celle d'une femme noire, une afropéenne, c'est-à-dire une femme européenne d'origine africaine.
Ce texte, tout en féminité, est un pamphlet qui va à l'encontre de la pensée convenable sur la question particulière des femmes noires de France, qui ne sont pas immigrées, mais bien françaises. Point de vue de cette France noire, Léonora Miano donne à voir avec force et humour la part de mascarade sociale qui se cache derrière l'identité raciale, culturelle et de genre, grâce à un éclairage audacieux du rapport homme-femme et de l'afropéanité. Ici, tout le monde en prend pour son grade. Hommes et femmes, blancs et noirs, noirs et blanches, personne n'échappe au regard et à la plume aiguisée de Léonora Miano. Je remercie mes élèves du club bilingue XY de m'avoir suivi dans ce projet et surtout de l'avoir fait vivre. Ils et elles font toute ma fierté. Je vous prie de ne vouloir applaudir qu'à la fin de chaque acte, car le spectacle est long et il leur faudra rester concentrés. Je remercie l'Institut français et tout particulièrement Corinne Michaeli pour nous avoir ouvert ses portes chaleureusement et sans hésitation aucune, ainsi que l'équipe de régie, Oumar et Moussa. Je salue la présence de Madame la chef du SCAC, ainsi que de Monsieur Morchid, proviseur adjoint au lycée Liberté. Je vous remercie tous d'être venus nombreux nous soutenir et je dédie ce spectacle à ma collègue et chère amie, véritable afropéenne, Madame Soutering Traoré, ainsi qu'à toutes et tous mes collègues ici présents de bonne volonté. Merci de votre attention. Being born a girl means clearing a lot of hurdles, and it begins right at the starting line. Sex-selective abortions are frequent in countries like India, where girls are often seen as a financial burden. Discrimination begins even before birth. Sexual mutilation is the fate of at least 200 million girls in 30 countries. It often leads to serious infections and even death. Time for school for some. In Afghanistan, 90% of women cannot read or write, massively reducing their chances in life. 63 million girls in the world are kept out of school. Before even getting close to adulthood, 700 million girls are forced to get married, often to much older men. Many women go through life without the right to control their own bodies or sexuality. Every year, 22 million women and girls put their health and lives at risk by having unsafe abortions. In some countries, like Senegal, they may end up in jail. Many who make it to adulthood face entrenched discrimination that leads to violence. Way too often, home is not a safe haven, as women are beaten and abused by their own partners. In France, a woman dies of domestic violence every 2.7 days. Even the lucky ones can never stop fighting for equal pay, equal opportunities, and equal rights. Being born a girl means clearing a lot of hurdles. Il n'est pas courant qu'un homme ait à s'adresser à tant et tant de femmes à la fois. Il n'est pas courant qu'un homme ait à suggérer à tant et tant de femmes à la fois les nouvelles batailles à engager. Camarades, la nuit du 4 août a accouché de l'œuvre la plus salutaire pour le peuple burkinabé. Elle a donné à notre peuple un nom et à notre pays un horizon. Irradiés de la sève vivifiante de la liberté, les hommes burkinabés, humiliés et proscrits d'hier, ont reçu le sceau de ce qu'il y a de plus cher au monde, la dignité et l'honneur. Dès lors, le bonheur est devenu accessible et chaque jour, nous marchons vers lui. Mais le bonheur égoïste n'est qu'illusion et nous avons une grande absente, la femme. Elle a été exclue de cette procession heureuse. Si, dès lors, des hommes sont déjà à l'orée du grand jardin de la Révolution, les femmes, elles, sont encore confinées dans leur obscurité dépersonnalisante, devisant bruyamment ou sourdement sur les expériences qui ont embrassé le Burkina Faso et qui ne sont chez elles pour l'instant que clameurs. C'est sous cet éclairage que tous, hommes et femmes, nous devons nous définir et montrer la femme en tant que personne vivante. Il s'agit donc de restituer la vraie image de l'homme en faisant triompher le règne de la liberté par-delà la dissimulation de la femme.
Autrement dit, pour montrer que la femme est la plus importante au monde, il faut tout d'abord que tous les calculs crapuleux soient supprimés. En d'autres termes, pour montrer que la femme est aussi importante, pour que le combat qui est commun à l'homme et à la femme, pour se comprendre, il faut que ce combat soit universel. Oui, universel, entre hommes et femmes. Par conséquent, le combat de la femme burkinabé est et rejoint le combat universel de toutes les femmes. Par conséquent, elle est au-delà de la limite de la compréhension humaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons! Nous devons assurément au matérialisme dialectique d'avoir projeté sur les problèmes de la condition féminine la lumière la plus forte. Celle qui nous permet de cerner le problème de l'exploitation de la femme à l'intérieur d'un système généralisé d'exploitation, celle aussi qui définit la société humaine, non plus comme un fait naturel immuable, mais comme une antiphysie. L'humanité ne subit pas passivement la puissance de la nature. Elle la prend à son compte. Cette prise en compte n'est pas une opération subjective et intérieure. Elle s'effectue objectivement dans la pratique. Si la femme cesse d'être considérée comme un simple organisme sexué pour prendre au-delà des données biologiques de sa valeur dans l'action. Alors, la maternité, l'obligation sociale d'être conforme au canon de ce que les hommes désirent comme élégance empêche la femme qui le désirait de se forger une musculature dite d'homme. Avec le travail intensif exigé pour défricher la forêt, faire fructifier les champs, tirer au maximum parti de la nature, intervient la parcellisation des tâches, l'égoïsme, la paresse, la facilité, bref, le plus grand profit ou le plus petit effort émerge des profondeurs de l'homme et s'érige en principe. La tendresse protectrice de la femme à l'égard de la famille devient le piège qui la livre à la domination du mal. Alors, domination du mal. C'est le passage. Pardon. L'innocence et la générosité sont victimes de la dissimulation et des calculs crapuleux. L'amour est bafoué. La dignité est éclaboussée. Tous les vrais sentiments se transforment en objet de marchandage. Dès lors, le sens de l'hospitalité et du partage de la femme succombe à la ruse des faux. Quoique consciente de cette fourberie qui régit la répartition inégale des tâches, elle, la femme, suit l'homme pour soigner et élever tout ce qu'elle aime. Et lui, l'homme, surexploite tant de dons de soi. Alors, c'est là, plus tard, que le germe de l'exploitation coupable installe des règles atroces, dépassant les concessions conscientes de la femme historiquement trahie. L'humanité connaît l'esclavage avec la propriété privée. L'homme, maître de ses esclaves et de la terre, devient aussi propriétaire de la femme. C'est là la grande défaite historique du sexe féminin. Elle s'explique par le bouleversement intervenu dans la division du travail, du fait de nouveaux modes de production
et d'une révolution dans les moyens de production. Ainsi, alors, le droit paternel se substitue au droit maternel. La transmission du domaine se fait de père en fils et non plus de la mère à son clan. C'est l'apparition de la famille patriarcale fondée sur la propriété personnelle et unique du père devenu chef de famille. Dans cette famille, la femme est opprimée. Régnant souverain, l'homme assouvit ses caprices sexuels, s'accouple avec les esclaves et les taïrs. La femme devient son butin et ses conquêtes de marché. Ils tirent profit de leur force de travail et profitent de la diversité du plaisir qu'elle lui procure. De son côté, dès que les maîtres rendent la réciproque possible, la femme se venge avec l'infidélité. Ainsi, le mariage se complète naturellement avec l'adultère. C'est la seule défense de la femme contre l'esclavage domestique dans lequel elle est tenue. L'oppression sociale est ici l'expression de l'oppression économique. Dans un tel cycle de violence, l'inégalité ne prendra fin qu'avec l'avènement d'une société nouvelle, issue d'un bouleversement intervenu dans les moyens de production ainsi que dans tous les rapports sociaux. Aussi, le sort de la femme ne s'améliorera-t-il qu'avec la liquidation du système qui l'exploite. Merci. L'homme prend donc pour prétexte la complexité de ses rapports pour semer la confusion au sein des femmes et utiliser toutes les astuces de l'exploitation des classes pour maintenir sa domination sur les femmes. De cette même façon, ailleurs, des hommes ont dominé d'autres hommes parce qu'ils ont imposé l'idée selon laquelle, au nom de l'origine, de la famille, de la naissance, du droit divin, certains hommes étaient supérieurs à d'autres, d'où le règne féodal. De cette même manière, ailleurs, d'autres hommes ont réussi à opprimer des peuples entiers parce qu'ils ont voulu l'origine et l'explication de la couleur de leur peau, une justification scientifique pour dominer ceux qui avaient le malheur d'être d'une autre couleur de peau. C'est l'apartheid, c'est le règne colonial. Et lorsque nous pensons à l'ignoble système de l'apartheid, c'est vers les Noirs, opprimés et exploités que se tournent et notre pensée et nos émotions. Mais nous oublions hélas la femme noire qui subit son homme, cet homme qui, muni de son laissez-passer, s'autorise des détours coupables avant d'aller rejoindre celle qu'il a attendue dignement dans la souffrance et le dénuement. En outre, les exemples ne manquent pas d'hommes pourtant progressistes et vivant allègrement d'adultère, mais qui seraient prêts à assassiner leur compagne sur un simple soupçon d'infidélité. Ils sont nombreux chez nous, ces hommes qui vont chercher de soi-disant réconfort dans les bras de maîtresses et de courtisanes de toutes sortes, sans oublier les maris irresponsables dont les salaires ne servent qu'à entretenir des maîtresses et enrichir des débits de boissons. Pour l'heure, force est de constater que le comportement masculin fait de vanité et d'arrogance, d'irresponsabilité et de violence à l'encontre des femmes ne peut guère déboucher sur une action coordonnée contre l'oppression de celles-ci. Et que dire de ces attitudes qui vont jusqu'à la bêtise et qui ne sont en réalité qu'exutoires de mâles opprimés qui espèrent par leur violence à l'encontre de leurs femmes récupérer pour leur seul compte une humanité que le système d'exploitation leur donne. Nous disons parfois des femmes qu'elles sont oublieuses. On les qualifie même de têtes de linotte.
Mais n'oublions jamais cependant qu'accaparé, voire tourmenté par l'époux léger, le mari irresponsable, l'enfant et ses problèmes, et enfin l'intendance de toute une famille, la femme, dans ces conditions, ne peut qu'avoir des yeux hagards, où se reflète l'absence et la distraction de l'esprit. L'oubli devient alors pour elle un remède contre la peine, une atténuation des rigueurs de l'existence, une protection vitale. Mais les hommes oubliés, il y en a, et beaucoup. Certains dans l'alcool et les stupéfiants, d'autres dans diverses formes de perversité auxquelles ils s'adonnent dans la course de la vie. Mais jamais on ne dit de ces hommes-là qu'ils sont oublieux. Quelle banalité, quelle vanité! Comment la femme vit-elle cette curieuse double identité? Celle d'être le nœud vital qui soude tous les membres de la famille, qui garantit par sa présence et son attention l'unité fondamentale, et celle d'être marginalisée, ignorée, une condition hybride s'il en est, dont l'ostracisme imposé n'a d'égal que le stoïcisme de la femme. Pour vivre en harmonie avec la société des hommes, pour se conformer au dictat des hommes, la femme s'enferrera dans une ataraxie avilissante, négativiste par le don de soi. Femme, source de vie, mais femme objet. Mère, mais servile domestique. Femme, nourricière, mais femme alibi. Taillable au champ et corvéable au ménage, cependant figurante sans visage et sans voix. Femme, charnière, femme confluent, mais femme en chaîne, femme ombre, à l'ombre masculine. Pilier du bien-être familial, elle est accoucheuse, laveuse, balayeuse, cuisinière, messagère, matrone, cultivatrice, maraîchère, pileuse, vendeuse, ouvrière. Elle est une force de travail à l'outil désuet, cumulant des centaines de milliers d'heures pour des rendements désespérants. Déjà, aux 4 fronts du combat contre la maladie, la faim, le dénuement, la dégénérescence, nos sœurs subissent chaque jour la pression des changements sur lesquels elles n'ont point de prise. Lorsque chacun de nos 800 000 émigrants mâles s'en va, une femme assume un surcroît de travail. Camarades, la lutte des femmes n'est pas un combat de femmes, mais un combat d'humains. Merci. Aujourd'hui encore, et pour beaucoup de nos femmes, elles se marient sans amour et sans joie de vivre. Au seul profit d'un goujat, d'un faillot, des marchés de la vie et des luttes du peuple. Bien souvent, les femmes exigent une indépendance soucieuse, réclamant en même temps d'être protégées. Pire, d'être sous le protectorat colonial. Et non, elles ne croient pas pouvoir faire mieux. Non, il nous faut dire à nos sœurs que le mariage, s'il n'apporte rien à la société, s'il ne rend pas heureuse, n'est pas indispensable et doit être même évité. Au contraire, montrons-leur chaque jour les exemples des pionniers, hardis, intrépides, qui dans leur célibat, avec ou sans enfants, sont épanouies, radieuses pour elles-mêmes, débordantes de richesse, de disponibilité pour les autres. Elles sont même enviées par ces maris malheureux pour leur sympathie qu'elles soulèvent, le bonheur qu'elles tirent de leur liberté, de leur dignité et de leur serviabilité. Les femmes ont suffisamment fait preuve de leur capacité à entretenir une famille. Elles élèvent des enfants, à être en un mot responsables
sans l'assujettissement titulaire des mâles. La société a suffisamment évolué pour que cessent ces bannissements injustes de la femme sans mari. Révolutionnaire, nous devons faire en sorte que le mariage soit un choix valorisant et non pas cette loterie où l'on sait ce que l'on dépense et non pas ce que l'on va gagner. Nous devons donc, camarades militants, avoir clairement la conscience de toutes ces difficultés pour mieux affronter les combats à venir. Les femmes, tout comme les hommes, possèdent des qualités et aussi des défauts. Et c'est là sans doute la preuve que les femmes sont égales à l'homme. En mettant délibérément l'accent sur les qualités de la femme, nous n'avons pas d'elle une vision idéaliste. Nous tenons simplement à mettre en relief ces qualités et ces compétences que l'homme et la société ont toujours occultées pour justifier l'exploitation et la domination de la femme. Chemin faisant, notre société doit se départir des conceptions féodales qui font que la femme non mariée est mise au banc de la société, sans que nous ne percevions clairement que cela est la relation d'appropriation qui veut que chaque femme soit la propriété d'un homme. C'est ainsi que l'on méprise les filles mères comme si elles étaient les seules responsables de leur situation, alors qu'il y a toujours un homme coupable. La société a par ailleurs imposé aux femmes des canons de coquetterie qui portent préjudice à leur intégrité physique. L'excision, la scarification, les taillages de dents, les perforations des lèvres et du nez. L'application de ces normes de coquetterie reste d'un intérêt douteux. Par ailleurs, d'autres types de mutilations, comme les tatouages ou les perçages d'oreilles, n'en sont pas moins une expression du conditionnement de la femme. Conditionnement qui est imposé à elle par la société pour pouvoir prétendre à un mari. Femmes, camarades militantes, vous vous soignez pour mériter un homme. Vous vous percez les oreilles et vous vous labourez le corps pour être accepté par des hommes. Vous vous faites mal pour que le mal vous fasse encore plus mal. Femmes, mes camarades de lutte, c'est à vous que je parle. Vous qui êtes malheureuses en ville comme en campagne, vous qui ployez sous le poids des fardeaux divers de l'exploitation ignoble justifiée et expliquée en campagne, vous qui en ville êtes censées être des femmes heureuses, mais qui êtes tous les jours des femmes malheureuses, accablées de charges, parce que, tôt levé, la femme tourne en toupie devant sa garde-robe, se demandant quoi porter. Non pas pour se vêtir, non pas pour se couvrir des intempéries, mais surtout se vêtir pour plaire aux hommes. Car la femme est tenue, elle est obligée de chercher à plaire aux hommes. La voilà, chaque soir, en train de s'imposer un rituel de 1 ou 2 heures pour préserver un atout mal récompensé d'ailleurs par un mari inattentif. Les femmes travaillent, les femmes se maquillent, s'habillent, mais au final, chaque soir, que ce soit pendant 1, 2 ou 3 heures, elles essayent de préserver leurs atouts, leur beauté que leur mari veut. Pourquoi? Pour qu'ensuite le mari soit inattentif à tout ça. La justice et l'égalité, qui en sont les fondements de base, permettent à la femme de démontrer aux sociétés qu'elles ont tort. Tort de ne pas lui faire confiance, tant au plan politique comme au plan économique.
Ainsi, la femme exerçant le pouvoir dont elle s'est emparée au sein du peuple est à même de réhabiliter toutes les femmes condamnées par l'histoire. Notre révolution entreprend un changement qualitatif profond de notre société. Ce changement doit nécessairement prendre en compte les aspirations de la femme burkinabé. La libération de la femme est une exigence du futur. Et le futur, camarades, le futur est partout porteur de révolution. Si nous perdons le combat pour la libération de la femme, nous aurons perdu tout droit d'espérer une transformation positive, supérieure de notre société. Notre révolution n'aura donc plus de sens. Mais c'est à ce noble combat que nous sommes tous conviés, femmes et hommes. Que nos femmes montent donc en première ligne, car c'est essentiellement de leur sagacité, de leur capacité à lutter et de leur détermination à vaincre que dépendra la victoire finale. Que chacune de nos femmes puisse guider un homme vers les cimes de la plénitude. Et pour cela, que chaque femme puisse, dans l'immensité de ses trésors d'amour et d'affection, trouver la force et le savoir-faire pour nous encourager quand nous avançons et nous redonner du dynamisme quand nous flanchons. Que chaque femme conseille un homme. Que chaque femme se comporte en mère auprès de chaque homme. Vous nous avez mis au monde. Vous nous avez éduqués. Et vous avez fait de nous des hommes. Que la femme se souvienne de ce qu'elle peut faire. Que chaque femme se souvienne qu'elle est le centre de la terre. Que chaque femme se souvienne que la première à pleurer pour un homme, c'est une femme. On dit, et vous le retiendrez camarades, qu'au moment de mourir, chaque homme interpelle avec ses derniers soupirs une femme, sa mère, sa sœur ou sa compagne. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Parole propre, centrale, parce que périphérique, porte mes cicatrices avec élégance. Ne revendique pas, affirme. Dis tranquillement, je suis. Ne cherche pas ma place, la crée, la tienne aussi. Je suis, n'éprouve ni haine ni crainte. Je suis, ni haine ni crainte. J'écris les pages de mon histoire, la tienne. Mets du piment dans ma blanquette. Aime mon rôti avec de l'igname, mon tartare avec des plantes frits. Connais le passé sans y séjourner, sans le sacraliser. Apprends du passé pour tracer ma voie. Je suis une voie. J'habite un terroir intérieur. Je suis une position, pas une posture, une vibration, un souffle, une émotion, un appel, une conjonction, l'intense intention. Je suis une donnée complexe, flexible, une attitude symbolique, politique, une contrée concrète, immatérielle, fructueuse, une terre sans bornes, fertile. Mes frontières assemblent. Ne sépare pas, assemble. Ne tranche pas, assemble. Ne mutile pas, assemble. Ne découpe pas. Je marche devant le jour qui vient. Je suis la beauté qui se fait. Je suis un inachèvement. Je suis un apaisement. Ça ne sert à rien les régimes. Ça ne sert à rien si c'est pour plaire aux hommes. Parce que, regardons les choses en face. Les femmes les plus minces sont trompées, quittées, comme les autres. Pleurent, comme les autres,
pour les mêmes raisons que les autres. Celles qui luttent au quotidien pour ne pas prendre un gramme. Celles qui se pèsent tous les matins. On leur ment aussi. On leur soutire de l'argent à elles aussi. On les renchèvre. On leur laisse les tâches ménagères. On les épuise. Et on se lasse d'elles aussi. Ça ne sert à rien les régimes. Les femmes les plus conformes à la norme, on leur ramène des maladies à la maison, à elles aussi. On leur fait des enfants dans le dos, à elles aussi. Parfois on les bat. Parfois elles en meurent. Parfois on ne les touche plus. On ne les désire plus. Parfois, elles ne sont que l'autre femme. Celle qu'on laisse seule pour rentrer chez soi. Celle qu'on ne voit que de temps en temps. Les femmes conformes et minces, il y en aura toujours une, plus jeune. Un corps nouveau. Une chair différente à goûter. Un parfum inconnu à humer. Et quelquefois, elles n'ont pas toujours de sexe agile. Elles ne sont pas toujours plus belles, les femmes conformes. Je ne veux plus qu'on m'aime, qu'on me sourie, qu'on m'invite au restaurant, qu'on me tienne la porte ou qu'on m'offre des fleurs. Je m'en fous. Oui, je m'en fous parfaitement. Je ne veux plus qu'on m'aime si je ne peux pas me loger, travailler, me réaliser, arriver tout en haut. Je ne veux plus qu'on m'aime si je ne suis pas dans les livres d'histoire, dans les livres tout court, à la tête des institutions et de tout ce qui a une tête. Je m'en fous qu'on me courtise, qu'on me trouve sensuelle avec ma voix grave, ma cambrure, ma peau ambrée, mes fesses rebondies, ma peau des bêtes, mon port de tête, ma peau, mes jolies tresses, ma peau, et tout le reste, qui n'est pas moi d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Je ne veux plus qu'on trinque, qu'on se taille une bavette, qu'on se fasse une raclette, ni rien. J'en ai soupé de la fraternité sans égalité. Ce serait quoi la fraternité si ça ne marchait pas avec l'égalité? Ce serait quoi la fraternité? Ce serait quoi, hein? La fraternité si ça ne marchait pas avec l'égalité. Ce n'est pas compliqué. En fait, c'est même hyper simple. Pourquoi ça ne marche pas entre eux et nous? Pourquoi ça ne va pas s'améliorer? Les raisons sont diverses, mais tournent essentiellement autour de deux axes. Soit on leur rappelle leur mère, soit on ne lui ressemble pas assez. Premier cas. Ici, le problème se pose avec ceux qui ont été élevés par une héroïne, une femme qui savait tout faire sans avoir rien appris, une infatigable, pieuse et autoritaire. Bien sûr abandonnée par le père de ses 7 enfants, qui s'est écorché les genoux, à cirer des parquets, usé les ménages à trouver le moyen d'économiser un quart de sou ici, un 1/8 de centime là. Un être exceptionnel qui a su braver les manques les plus cruels, préparer en toutes circonstances des repas variés et savoureux, témoigner de la tendresse à sa marmaille, être là pour chacun de ses rejetants, toujours, tout le temps, et qui n'a jamais oublié de se vernir les ongles, de s'enrouler les mèches dans des bigoudis, même s'il n'a pas refait sa vie, étant donné que 7 gamins, ça vous écoute la plus héroïque des femmes. Il suffit qu'il s'imagine trouver un peu de cette force de caractère chez nous pour qu'il se devine. On peut être le fils d'une héroïne, pas son compagnon. Cette femme-là n'a besoin de personne, puisqu'elle se débrouille très bien toute seule. Aucun homme ne la désire. Sa grandeur la rend inatteignable, sa perfection est castratrice. Deuxième cas, là, les difficultés sont autres. Le problème, cette fois, c'est que, à l'inverse de la mère vénérée, on n'est pas la fée du logis. On n'éprouve pas de passion particulière pour le repassage. On n'est pas une cuisinière émérite. On ne sait pas coudre et on vit bien avec ça. On n'hésite pas, les jours de spleen, à se présenter au moment de débrailler en vieux jean blessé, en t-shirt insolite et par-dessus le marché. Il se peut qu'on entretienne avec l'argent une relation simple qui veut qu'on le dépense tranquillement tant qu'il y en a. Leur mère est précisément le contraire. Elle incarne, à leurs yeux, le féminin dans sa magnificence. Il est tout simplement hors de question de vivre avec une personne impossible de la suppléer quand elle ira manger les pissenlits par la racine. Parfois, l'affaire se corse. Une troisième situation se présente alors, dans laquelle les choses se déroulent comme suit. Non seulement on a de l'héroïne que les travers bien connus, orgueil, autorité, une certaine propension à vouloir tout décider, mais on n'est décidément pas la fée du logis. On ne sait vraiment pas coudre un bouton.
Aucune chance. Pas la peine de s'étendre sur le sujet. Le 4e cas est assez subtil. Ici, on est parfaite. Absolument pas en raison de nos nombreuses qualités, mais uniquement parce qu'on est une femme noire. Disons-le clairement, quand ils veulent une femme noire, pas une femme, c'est généralement qu'ils ont une revanche à prendre sur l'histoire, la vie, la société qui les méprise et qui se cherche un territoire sur lequel régner. La femme noire est ce royaume. Son langage, son attitude, sa coiffure, sa manière de se vêtir doivent ramener l'âge d'or, durant laquelle l'homme noir n'était pas dominé. La femme noire, pour cet homme, n'est qu'une image dans un livre. Elle n'acquiert de l'épaisseur que quand il en a besoin. Autant dire que ce cas de figure n'apportera que d'infimes satisfactions, que de bien maigres gratifications à celle qui y sera exposée. Au vu de ces éléments objectifs, je propose de nous soumettre illico au principe de réalité, ne surtout pas faire une fixette sur l'homme noir. La meilleure solution quand on est une femme noire, dans cette société extrêmement concurrentielle du point de vue de l'offre féminine, c'est d'abandonner ces messieurs aux femmes blanches et aux autres qui, elles, ne leur rappelleront personne, qui, elles, ne seront pas en compétition avec l'image maternelle et ne sont pas outillées pour devenir des instruments de la renaissance afro. Or, cet abandon, point de salut, lâchons prise. Aimons ceux qui peuvent nous aimer. D'autant que les autres, les femmes blanches surtout, sont capables de choses qui nous sont désormais impossibles. Inconsciemment pénétrées de l'idée que les hommes noirs sont des handicapés historiques, elles n'en attendent pas beaucoup plus qu'une présence quotidienne et des performances sexuelles. Quand on pourrait parier sans risque qu'une femme noire instruite n'imaginerait pas faire sa vie avec un homme dépourvu de bagages intellectuels, nos frangines caucasiennes ne se laissent pas démonter. Elles savent défricher un terrain stérile pendant des années et ne renoncent pas toujours. Elles tolèrent qu'ils s'expriment dans un français précaire qui nous hérisse le poil, parce que celles d'entre nous qui ont des diplômes souhaitent trouver un compagnon doté d'une culture générale acceptable. La sagesse ancestrale ne nous suffira pas. Elle ne nous impressionne nullement. Nous en avons nous aussi reçu des tonnes en héritage. Et nous n'avons pas envie de payer les factures, les vacances, tout ce qui se paie, uniquement pour nous assurer de voir un pantalon déambuler dans les couloirs de l'appartement. Ajoutons que l'homme noir instruit, s'il n'a pas été traumatisé par une figure maternelle omnipotente, aura vite évalué les forces en présence dans la société et fera, pour y être accepté, les choix amoureux qui s'imposeront. Ces choix ne se porteront pas souvent sur nous. Or, tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde est en droit d'attendre le meilleur de la vie, eux comme nous. Une fois qu'on a compris ça, je ne veux pas choquer en le disant. Je ne veux pas choquer en disant qu'il est ardu, voire impossible dans le contexte actuel. Je ne voudrais pas choquer. D'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance, mais je pense que le climat ne permet pas, qu'il interdit même le climat qui prévaut en France aujourd'hui. Ce climat-là, mais aussi l'histoire d'où nous venons tous. Enfin, un tas d'éléments compliquent ce type de projection. Plus on nous les impose, plus elles sont difficiles. J'hésite à le dire, et je veux m'excuser d'avance d'être enracinée dans l'histoire, d'avoir jailli de cette histoire ténébreuse, peu glorieuse. On ne peut pas trop en parler. On doit tout ravaler, refouler. Il est ardu, voire impossible dans le contexte actuel, mais aussi parce qu'il y a l'histoire et ses représentations. L'histoire est ce qu'elle a imprimé dans les esprits. L'histoire qu'on sait sans la dire et la réalité qui en découle. Je ne veux pas choquer. Je demande pardon 1000 fois. Pardon d'être. Mais je vois mal comment une femme noire pourrait. D'ailleurs, si on inversait la proposition, on se rendrait compte qu'une blanche non plus ne peut pas, elle ne peut pas vraiment s'identifier à une noire. Elle parviendrait peut-être à comprendre la femme, étant donné qu'en France, aucune femme noire ou blanche n'a la stature d'une Oprah, ce qu'il convient de méditer. Mais elle ne comprendrait pas la noire. Nous le voyons tous les jours avec nos amies blanches. Il y a des choses qu'elles ne saisissent pas, des sujets qui les agacent. Or, la noire est là avec l'histoire. La couleur n'est pas sans histoire. Sans cette histoire. En France, la femme noire est fille de figures problématiques. Je ne veux pas choquer, blesser, cliver, égratigner la paix, écorcher la tranquillité. Mais quand même, il faut bien voir que la femme noire de France n'a eu pour se rêver, s'élever, que les bananes, les grimaces, les roulements d'yeux de Joséphine, la nudité mise en cage de Grace, qui ne fut pas française. Les Françaises noires n'étaient pas assez bien. Je ne veux pas choquer, en précisant qu'il aura fallu jouer les sauvages,
Il leur a fallu jouer les sauvages pour arriver en haut de l'affiche. Il leur a fallu jouer les sauvages et moustiller le désir malsain qu'on avait de la sauvage pour arriver en haut de l'affiche. Il leur a fallu jouer les sauvages et moustiller le désir malsain qu'on avait de la sauvage. Habiter une Afrique fabriquée par la pensée raciste pour arriver en haut de l'affiche et gagner leur galant icône. On n'a pas pu s'identifier à elle, qui était autre. Construite comme autre. Les précédents sur cette scène, les précédents dans l'imaginaire collectif. Il y eut Sargi, la Vénus montrée, moquée, la Vénus taillée en pièces, la Vénus qui ne fut pas vénérée, pas divinisée, seulement montrée, moquée, taillée en pièces. En son temps, elle fut la femme la plus célèbre de France. Avant elle, on ignore ce qu'il y avait. Avant elle, ici en France. On s'est peu identifié à elle. Les succédants sur les planches de ce théâtre festif. Il y eut Lisette, désormais oubliée, parce que française. Pendant 15 ans, l'incarnation de la femme, dénudée elle aussi, un corps elle aussi. Elle n'a pas démérité elle non plus. Elle avait, Lisette Malidor, une parole française à dire. Elle ne l'a pas dite. Elle aurait voulu. Elle a essayé. La femme noire de France n'a eu pour se penser, s'envisager, se découvrir, se définir que des figures dansantes, chantantes, dévêtues, puis couvertes d'exotisme, habillées de fantasmes. La femme noire de France n'a été que saturée de stéréotypes. Bien sûr, nous avons eu nos mères, les mères intimes. Parfois cela a pu aider, pas toujours. Les mères intimes n'existaient pas pour Marianne, la mère sociale, la marâtre républicaine. Leurs paroles n'étaient pas toujours plus fortes que les images, les injonctions subliminales de la société. Ce qui nous a aidés, c'est l'Amérique noire. Tourner nos regards vers l'Amérique qu'on dit tellement raciste. Ce qui nous a aidés, c'est l'Afrique, ses reines, ses amazones, ses grandes prêtresses. L'Afrique terre primordiale, l'Afrique territoire spirituel où nous nous réfugions. Certaines d'entre nous. Parce qu'il est impossible de se construire sans admirer, de se construire dans une société ne vous proposant que des places de seconde catégorie. Dans le contexte actuel, où poser ces questions vous expose négativement, comment une noire pourrait-elle s'identifier à une blanche? Nous tentons d'enseigner à nos filles qu'il faut saisir l'essence de l'être, sa substance intérieure, appréhender les profondeurs. Mais cette terre est celle de l'image. Elles cherchent des images, nos filles. Elles cherchent des miroirs, leurs étoiles dans le ciel de France. L'empreinte de leurs pas sur le sol de France. Leur légitimité sur cette terre de France. Leurs références, leurs héroïnes dans les colonnes de l'histoire de France. Elles cherchent des modèles visibles, incontestés. Qui ne chantent pas, forcément, qui ne dansent pas nécessairement, qui n'ont rien à voir avec la jungle. Nous essayons. Par exemple, quand ils nous demandent pourquoi il n'y a pas de comédienne noire dans l'amour, la mort, les fringues, nous ne savons pas quoi dire. Comment expliquer à nos précieuses, à nos filles, que ce soit toujours les mêmes qui aient l'obligation de se protéger, toujours les mêmes qui doivent saisir la substance, l'essence, toujours les mêmes qui doivent se souvenir qu'il n'y a qu'une seule humanité, une seule humanité, toujours les mêmes qui doivent s'identifier. Je demande pardon, 1000 fois pardon d'être, mais je pense que le climat qui prévaut en France aujourd'hui ne permet pas, qu'il interdit même ce type de projection. Je ne veux pas choquer, mais nous ne faisons pas la pluie et le beau temps dans ce pays. Ce n'est pas nous. Les dérèglements climatiques, ce n'est pas nous. Bientôt l'été. Ce n'est pas seulement à la hausse des températures qu'on s'en aperçoit. Ce n'est pas uniquement parce que les jours sont plus longs, plus lumineux. L'été est dans les yeux des hommes. Du côté du champ de Mars, les fauves urbains portent un costume strict, de couleur sombre. Les dandys abordent des boutons de manchette en nacre. Leurs mains sont manucurées et sûres quand elles tiennent le volant. Ils garent leur berline en double fil dès lors qu'ils repèrent les femmes. Ils adressent des signes empressés de la main, en l'air affolé de celui qui cherche son chemin, qui est en retard pour un rendez-vous important, qui pourrait bien louper l'affaire du millénaire. C'est ce qu'elles pensent toutes avant qu'on leur fasse le coup. La grande âme en elle accourt naïvement. La fille bien élevée se penche et explique. Il n'a pas l'air de comprendre. Alors elle monte pour indiquer le chemin. C'est à ce moment précis qu'elle se rend compte qu'il est déjà sur son chemin, depuis longtemps. Il faisait des tours du quartier, ceinturait la zone, passait et repassait devant le CIDG et le musée du Quai Branly. Il faisait son marché du regard, soupçait, tâtait, imaginait ses gestes et même d'éventuels crépissements de la jeune femme. C'est ça l'épice,
la conquête, l'exercice du pouvoir. Les hommes du champ de Mars cherchent les jeunes femmes, des primos arrivantes, venues faire leurs études. Elles sont propres, lisses, avec un parfum tropical. Ce goût qu'ils ont au bout de la langue, cette saveur que les ont laissé des séjours en Afrique centrale. Elles se rendent au CIDG, cherchent des petits boulots, une chambre contre un exercice. Elles fréquentent le CIDG parce qu'il contient des exercices qui rappellent le pays. Dans la librairie, il y a des livres de présence africaine. Et lorsqu'elles montent dans la berline pour expliquer le chemin qu'elles croient un peu connaître, l'homme est déjà sur sa voie. Très vite, il les tutoie. Très vite, sa main soulève la jupe et glisse entre les cuisses. Il regarde la rue. Ça fait un bon moment qu'il roule dans le quartier. Il faisait son marché du regard. Soupissait, tâtait, répétait déjà ce geste. L'enfouissement brutal de la main entre les jambes d'une jeune femme subsaharienne. L'insertion des doigts, l'index et le majeur. Si la jeune femme est réactive, elle se servira de son sac à main et le frappera au visage. Elle ouvrira la portière en l'injurant. Mais dans la plupart des temps, elle est juste stupéfaite. Il y a aussi les inattendus. Les autres le sont également, mais ceux-là n'ont pas de terrain de chasse privilégié. Jamais. Ils se laissent envahir par une émotion soudaine. L'imprévu les émeut. Une fille sort d'un grand magasin le premier jour des soldes. Une amie l'accompagne. Elle parle, rit. Elles ont fait quelques emplettes. C'est là qu'un inconnu s'approche. Il est poli, un peu embarrassé. Il ne veut pas s'imposer. Alors, les filles sont occupées. Alors, il tend sa carte. Elle lui téléphonera si elle le souhaite. C'est elle qui choisit, c'est elle qui décide. Avec ces hommes-là, il n'y a aucune violence, aucune brutalité. Ce n'est pas de leur genre. Ils ne disent pas qu'ils ont longtemps vécu en Afrique, ni aux Antilles, que l'été fait naître en eux une sorte de nostalgie. Ils ne disent pas que la fille à qui ils ont laissé leur carte ne les intéresse que parce qu'elle rappelle une autre, 10 autres. Elle n'existe pas. Elle est un support, un instrument mémoriel, émotionnel. Ils ne disent pas non plus qu'ils sont mariés. Les vacances, le retour des vacances. La fille le saura fin août, lorsque l'épouse et les enfants rentreront de vacances. Alors, il deviendra difficile de se voir. Alors, elle tombera souvent sur une voix féminine en téléphonant, même sur le portable. Toujours. Elle ne laissera pas le message. Sans trop savoir comment, elle aura la certitude que l'épouse n'est ni d'Afrique, ni des Antilles, pas même de loin. Elle s'apercevra, en y repensant, qu'elle n'est jamais allée chez lui. C'est toujours lui qui venait dans ce petit appartement. Il aimait ça, l'étroitesse, la précarité, le parfum du piment, du gingembre qui flottait. Qui flottait dans ces lieux. Car la cuisine n'était pas séparée de la pièce à vivre. Tout cela faisait partie du souvenir. Il dévorait ses plats épicés, mangeait avec les mains, racontait ses aventures au loin, comment il s'était fait circoncis de force lors d'un voyage au Sahel par des rebelles le prenant pour un espion à la solde du régime en place. Les choses étranges qu'il a vues dans la forêt du Gabon, des choses qui ne s'expliquent pas rationnellement, même pour qui ne croit pas aux esprits. Elle l'écoutait, il avait tant de vécu. Fin août, elle se rendra compte qu'il n'y avait pas de place pour elle dans une existence déjà si remplie, qu'il ne suffisait plus qu'à la revivre, à refaire le chemin mentalement en sens inverse. Bientôt l'été. Pour certaines, le temps va se couvrir. Au Hall, il y a des Roms, porte l'esco, des femmes roms. Elles
vers moi. On dirait qu'elles m'attendent, moi, spécialement. Elles se dirigent spontanément vers les femmes noires. Je m'en aperçois à chaque fois que je passe par là. Les femmes noires doivent porter un fardeau bien visible. Il faut les aider. C'est pour ça qu'elles accourent, demandent si la voyance m'intéresse. Je réponds que non, je ne veux pas être vue. Merci, ce n'est pas ainsi que je souhaite être vue. Elles insistent, me pourchassent, affolées. J'ai besoin d'aide sans le savoir. J'ai besoin d'elles. D'ailleurs, elles crient. Hurle qu'il y a un voile noir. Quelqu'un a jeté un voile noir sur mon existence. Je suis une fille bien, mais voilà, il y a ce voile. Il est noir, il est lourd. C'est un voile comme un carcan, un voile noir. Pas blanc, évidemment. Le mal, c'est le noir. Nous ne devons pas cette appellation au hasard. Je hausse les épaules et leur dis qu'elles ne peuvent rien voir s'il y a un voile. Elles ne peuvent rien savoir de moi. Elles ne peuvent pas me voir telle que je suis. En les quittant, les femmes roms de la porte Lescaut, j'ai le sentiment d'avoir été enterrée vivante. Elles sont assises dans le métro. La peau un peu fripée, les tempes grises. Elles tiennent un petit cabas coloré, un sac pour ranger les courses. Elles vont faire le marché là où elles savent que ça ne coûte pas cher. Elles sont seules ou avec une amie du même âge. Mais le plus souvent, elles sont seules. C'est ce qui attire mon attention, cette solitude. Je n'ose m'approcher, poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit, alors j'imagine. Je la revois, ces femmes, quand elles avaient 18 ans, 20 ans, et qu'il a fallu prendre le bateau. Il faisait froid lorsqu'elles sont arrivées. Peut-être pas, mais peu importe. Il fait toujours froid quand on pose son baluchon dans un lieu qu'on n'a pas choisi. Quand la famille est loin et qu'on ne connaît personne. Quand on doit se taire, baisser la tête et obéir. Elles sont venues pour travailler, et c'est ce qu'elles ont fait. Dans les maisons, les hôpitaux, et plus rarement dans les bureaux de poste. Parfois, au bal, elles ont rencontré comme elles un jeune homme venu des Antilles. Ça pouvait être aussi à l'église ou à la poste, quand on les envoyait déposer le courrier. Elles ne sont pas mariées. Elles étaient plus nombreuses que les hommes de leur île. Et toutes n'ont pas osé céder, quand cela s'est présenté, aux avances d'un homme d'ici, à celle d'un subsaharien qui, lui aussi, avait quitté son pays. Elles ont seulement travaillé, puis elles ont vieilli. Elles n'ont pas de petits-enfants auxquels raconter leurs histoires. Comment était la vie quand elles étaient plus jeunes? Elles n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Elles ont toujours vécu avec peu, avec rien. C'est pour ça qu'elles connaissent les endroits là où on ne paye pas cher. Pas trop cher. Tout a tellement augmenté. Il faut parcourir de longues distances. Sortir de la ville même pour atteindre ces lieux. Dans le métro où je les croise, elles se tiennent droit. Elles peuvent être fatiguées, s'assoupir, mais elles ne s'avachissent jamais. Leurs vêtements sont hors du temps, toujours propres et bien repassés. Elles portent des bas ou des chaussettes, même s'il ne fait pas froid, car il fait toujours froid. Leur mise est digne. Tout dans leur attitude évoque une autre époque. Un temps où les pauvres savaient être élégants. C'était important. C'est tout ce qu'on peut dire en les voyant. C'est important d'avoir l'air respectable. Je me demande à quoi elles pensent. Si elles entendent les paroles d'une chanson oubliée, une chanson partagée par les filles du côté de Danse Bertrand, un cantique, un chant de carnaval. Elles sont parfois retournées aux Antilles, mais jamais longtemps. Elles n'y avaient plus de place, ne s'y sentaient plus à leur place. Elles sont assises dans le métro. Je les regarde avec attention. Je les regarde pour tous ceux qui ne les voient pas et qui ne les ont jamais vues. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne, je ne sais rien d'elles, ne fais qu'imaginer. Je sonde des yeux les sillons qui courent sur les joues, les plis de la peau sur le dos de la main, pour tenter d'extraire les miettes de mémoire comme interdites. Je veux les voir dans un téléfilm, les lire dans des romans. Leurs histoires n'intéressent personne. Elle n'est pas consignée dans les annales. Elles sont en train de s'effacer sans bruit, comme une page qui se tourne. On n'en saura rien.
Je suis venue au monde le jour où ma mère m'a choisie. Avant, je n'étais pas née. Je n'avais pas de vie. Il a fallu qu'elle pose les yeux sur moi, me prenne dans ses bras, me nomme Beauty. C'est comme ça qu'elle m'a appelée. C'est ce qui lui est venu en premier dès qu'elle m'a serré contre elle. On ne m'avait pas donné de nom à l'orphelinat. Comme j'étais la plus jeune, on m'appelait simplement le bébé. C'est maman qui me l'a raconté. Elle est venue un jour, le soleil dans le ciel était haut. La terre ocre craquait sous les pieds. Mon corps avait 5 mois, bientôt 6. Mon corps, pas moi, puisque je n'existais pas. Elle m'a emmenée avec elle, comme on emporte une petite graine, pour la faire germer, soigner la plante. Elle m'a donné cette drôle de terre à une porte de Paris, là où passe le tramway. C'est là que j'ai poussé. Parfois, c'est vrai, je me demande à quoi ressemble l'autre pays. Celui où je n'avais pas de nom, pas de vie. Celui où je suis née quand elle m'a ouvert les bras. Elle dit que nous irons un jour, dès que je serai prête. Je n'aurai qu'un mot à dire. J'aimerais bien, mais j'ai un peu peur. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Dans le salon de coiffure, où maman me conduit tous les 15 jours, je rencontre des femmes de là-bas. Avant, je pensais que l'une d'elles m'avait laissée dans cette orphelinat. Pas vraiment l'une d'elles, mais une femme lui ressemblant. Peut-être plus pauvre, plus seule, une femme qui ne pouvait se payer le coiffeur. Quand la coiffeuse s'occupe de moi, encore aujourd'hui, je me dis que c'est à ma mère de le faire. Peigner, démêler, oindre, natter. Quelque chose crie au fond de moi. Ce n'est pas grave. Je suis venue au monde le jour où ma mère m'a choisie. Tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir été choisis. Petite fille, j'espérais laisser ma couleur dans l'eau du bain. Tous les soirs après la crèche, finir par lui ressembler. Je ne disais rien, mais j'espérais que grand-mère ne regrette plus le temps où j'étais bébé, quand ma peau était plus claire. Qu'on nous voit dans la rue, ma petite main dans celle de maman, et qu'on nous dise, comme ça, spontanément, c'est votre portrait craché. C'était idiot, j'en ai conscience. Pourtant, il m'arrive de chercher malgré moi un lien visible. Des mimiques que je tiendrai d'elle, un goût partagé pour certaines choses, pour le jour où elle ne sera plus, pour le jour où il n'y aura que moi, face à la vie qu'elle m'a donnée. Je suis venue au monde le jour où ma mère m'a choisie. Tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir été choisis. Une fille bien ne s'assied pas les jambes écartées, même à Paris où tu vis. Une fille bien ne sourit pas tout le temps. Tu ne dois pas laisser croire que tu t'offres aisément. Une fille bien ne pleure pas sans raison. Les larmes de la femme sont précieuses. Tous les fluides de la femme sont précieux. Ne les laisse pas s'écouler pour rien. Ne fais jamais l'éloge d'un homme si tu l'aimes. Surtout si tu l'aimes, il s'empressera de te décevoir. Une fille bien écoute sans trop parler. La femme doit gagner son propre argent. L'argent de la femme lui appartient. La femme doit avoir sa maison, pour elle et pour ses enfants. Les enfants qui sortent du ventre de la femme sont ceux du mari, même s'il ne les a pas faits. Seuls les enfants nés d'une même mère sont frères et sœurs. Les autres sont les enfants du père. On ne leur fait pas de tort, mais ce n'est pas pareil. La première chose à faire dans une maison, c'est de connaître les directions. Quand on s'installe dans une maison, il faut savoir ça pour prier. Les prières de tous les jours se font vers l'est. On prie aussi dans les autres directions, mais c'est pour des cas bien précis. S'il y a un problème grave, tu te lèves avant le lever du jour. Tu t'agenouilles en signe d'humilité et tu fais brûler ce qu'il faut. Tu appelles notre mère, toujours la mère en cas de coup dur. Ce n'est pas différent parce que tu vis à Paris. N'oublie pas le sel et le vinaigre, tu sais quoi faire avec en fin d'année. En début d'année, tu te laves avec les herbes. Tu passes par le corps pour laver ton âme. Quand tu sens que quelqu'un te cherche des noises,
tu te laves de la même façon. Alors, personne ne te voit. Tu ne sors pas de chez toi. Tu pries et tu te laves. Tu connais les herbes. Depuis que tu es petite, tu les connais. Tu sais où les trouver à Paris. Si tu ne veux pas aller dans le 18e pour te les procurer, tu connais cette boutique dans le 6e. Ils vendent de l'encens, du camphre, des bougies. Ils ont aussi des savons spéciaux. Mais n'achète pas leurs livres de sorcellerie là. Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils s'amusent. Ils connaissent le mal. Ils savent faire le mal. La connaissance du mal est la chose la mieux partagée du monde. Apprends par cœur les psaumes 5, 9, 23, 35, 91 et 121. Ce sont des armes, ce sont des boucliers. Couvre-toi la tête quand tu te rends au culte. Habille-toi comme pour un jour de célébration. Ne ramasse jamais rien à Carrefour. Des forces néfastes s'y croisent. S'il y a un problème grave, tu peux aller au carrefour et jeter ce qui symbolise ce mal. Ne te retourne pas. Tu le jettes dans ton dos et tu avances. Les carrefours de Paris sont peut-être plus dangereux que d'autres. C'est une vieille cité. Ne sors jamais de chez toi sans avoir prié. Après t'être peigné les cheveux, ne les jette pas par terre. Ne les jette pas là où on peut les voir. Même chose avec tes ongles. Tes cheveux et tes ongles te représentent. Ils sont la partie de toi qui ne meurt pas. Fais ta toilette intime avec la main gauche. Uniquement la main gauche. Personne n'entre dans ta chambre. Quand les gens viennent chez toi, ils n'entrent pas dans ta chambre. C'est là que tu pries. C'est là que tu dors et rêves. C'est ton intimité. Même tes amis. Surtout tes amis. Les femmes n'aiment pas les femmes. Méfie-toi de tes amis. Reste sur tes gardes. Certaines amies sont comme des sœurs. Elles sont comme des sœurs que ta mère a enfantées. Celles-là, tu les reconnaîtras au premier regard. Les autres, je te dis d'y faire attention. Ne leur prête jamais tes vêtements. Dans la maison, le repas doit être prêt à une certaine heure. Tous les jours. Les aliments ont un esprit. Tu dois savoir ça. Il y en a qui servent à faire le mal. Il ne faut pas les consommer n'importe comment. On les utilise pour faire ouvrir tes portes et faire entrer le mal. Tu ne dois pas les manger n'importe où. Il y a aussi des aliments qui chassent le mal, des herbes, des épices qui chassent les énergies négatives. Tu en connais un certain nombre. Depuis que tu es petite, tu les connais. Prépare toujours assez à manger pour une bouche supplémentaire. Quelqu'un peut venir. Si on t'apporte quelque chose dans un plat ou dans une marmite, ne rends pas le récipient vide. Ne mange pas trop le soir. Ne te couche jamais le ventre plein. Ne mange pas trop de sucreries. La vie n'est pas toujours sucrée. Il faut en aimer toutes les saveurs. Le matin, avant d'avoir prié, tu bois un jus de citron pur. Tous les matins, tu pries à jeun. Tu ne manges rien avant d'avoir bu ton citron. Dans ta maison, marche pieds nus, le plus souvent. Les pieds de la femme doivent toucher la terre. Il ne faut pas les dorloter, les pieds. Ils doivent être forts pour te porter. Si tu as une employée, veille à savoir exécuter toutes les tâches que tu lui demandes. Tu dois savoir le faire. Une femme ne vient pas chez toi pour faire ce que tu ne sais pas faire. Autrement, c'est elle qui commande. Autrement, elle ne peut pas te respecter. Tes enfants doivent connaître le goût de ta cuisine. Trouve toujours le temps de cuisiner pour eux. Même si tu as une employée, certains plats, tu es la seule à les cuisiner. N'oublie pas tes rêves. Dans les rêves, il y a des signes. C'est du vécu. C'est notre vie qui se déroule dans une autre dimension. La réalité est multiple. Il y a celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas. Ne te moque pas des handicapés. Tu railleras le divan en faisant cela. Ne te détourne pas de ton sang. Le sang, ce n'est pas de l'eau. Il est parfois acide, mais il reste sacré. L'endroit où tu vis n'a pas d'importance. C'est ce que tu es qui compte. Et ce que tu es, tu l'emmènes partout. La terre appartient au divin, pas aux hommes. Évite d'attaquer, mais défends-toi si tu es attaqué. Tu as le devoir de préserver ta vie, ta dignité, ton honneur. Défends-toi si tu es attaqué. Respecte tout le monde, mais ne crains personne. Pardonne, mais n'oublie pas. N'aie pas peur de la mort. La mort est un voyage. La mort est une traversée. La vie est sans fin. La vie est souveraine. Souviens-toi de vivre. Nos pères ne sont pas là. Ils ont souvent de bonnes raisons. Ils ne savent pas que nous sommes nés. Ils sont décédés. Ils sont inconnus. Ils sont incertains. Ils ont toujours de bonnes raisons. Nos pères sont venus de loin pour chercher la vie ici. La vie les a dégagnés. Ils n'ont trouvé que le temps qui passe, les rêves qui s'érodent, la vitalité qui se dissout. Ils n'ont trouvé que le silence, le froid, l'invective, la précarité. Ils n'ont trouvé que la survie.
Alors, ils se sont retranchés en eux-mêmes. Ou peut-être en dehors d'eux-mêmes. En un lieu préservé de l'amertume. Un espace où on est tranquille parce qu'on ne désire rien. Ils sont seuls là où ils sont. Dans cet abri qu'ils se sont forgés, ils sont seuls. Leurs yeux glissent sur nous. Il ne faut pas les déranger. Faire du bruit, vouloir jouer, ils ne savent pas jouer. Ils l'ont su quand ils étaient petits. Mais alors, ils ne sont pas nos pères qui n'avaient trouvé que la survie et dont les yeux glissent sur nous? Nous ne connaissons pas leur rire. Nos pères n'ont pas su être les hommes de nos mères. Souvent, ça s'est passé quand nous allions naître. Ils voulaient les enfants. C'est eux qui voulaient les enfants. Et ces femmes pour les feurer et s'assurer qu'elles leur appartiennent pour toujours. Ils les ont choisis parce qu'elles étaient différentes, libres. Ils les ont quittées parce qu'elles étaient différentes, libres. Parce qu'elles les aimaient. Ils ne voyaient rien qu'on puisse aimer en eux. Quand ils sont partis, quand ils ont commencé à gonfler. Quand nous sommes devenus inéluctables, nos pères ont eu d'autres enfants. Ils ne les avaient peut-être pas voulu. Nos pères sont ivres de rage en permanence. Ils sont fous de douleur. Ils ne savent pas parler, expliquer, faire qu'on se rejoigne, qu'on se dise l'amour, même maladroitement. La rage de nos pères s'abat sur nous. Nous sommes tous ce qui leur reste. Nous sommes l'unique territoire sur lequel ils existent. Leur ultime état de cette vie, au couleur passée. Trop tôt, trop vite passé. Nous devons nous comporter selon d'anciens préceptes que nous nous soupçonnons parfois d'avoir inventés. Nous n'obéissons pas, nous leur mentons, il le faut bien. Nous les bravons sans dire un mot, il le faut bien pour vivre. Attraper un peu de la vie qui palpite là, dehors, dans cette ville lumière qui, si elle s'est refusée à eux, ne nous sera pas interdite. La ville est nôtre. Pour eux, nos pères, nous devenons alors le non-lieu. L'incarnation de ce pays où leurs pieds ne se sont jamais vraiment plantés, où leurs mains n'ont rien pu agripper. Il nous faut quitter la maison, revoir la mère en cachette, ne pas la revoir pendant longtemps. Les yeux de nos pères sont rouges d'une tristesse et d'une colère qui nous ont précédés. Nous n'y pouvons rien. Nos pères sont des noceurs, des hommes d'un soir, même pas des maris de nuit, invisibles le jour, mais bien présents dans l'obscurité. Nos pères sont des artistes sans nom. Ils sont passés par ici, ils ne repasseront pas. Un feu est en eux, un feu qui ne réchauffe pas, qui ne brûle qu'une nuit. Nos pères sont les vagabonds de l'amour. Ils portent des lunettes noires à minuit, ne les retirent que dans la pénombre. Ce sont des accidents, des erreurs dont on n'est pas fier, on n'en parle pas. Nos pères durent 10 minutes oubliables. Ils sont passés par ici, ils ne repasseront pas. La femme n'a jamais vu leurs yeux. Nos pères ne sont pas là, la plupart du temps, bien avant qu'ils aient été mis sous terre. Leurs yeux ne nous ont pas aimés. Leurs mains ne nous ont rien donné. Leurs bouches ne se sont pas expliquées. Nos pères n'ont pas fait de nous des femmes. Nous sommes restés des fillettes dans l'attente de leur regard. Nous les cherchons partout. C'est toujours leur attention qu'il nous faut attirer. Nous marchons sur leurs traces. Nous faisons route vers la terre d'avant, où ils sont venus, où ils ont laissé des proches que nous n'avons pas connus. Nous y allons dans l'espoir de trouver quelqu'un qui nous dira ce qu'ils ne nous diront pas. Qui sont ces anges que nous attendons? Les filles ne choisissent pas leur père. Les filles ne divorcent pas de leur père. Même quand elles claquent la porte pour ne plus les rejoindre. Même quand elles ne commencent plus leur main et cessent de nous. Nous ne pensons qu'à eux quand nous choisissons des hommes qui, surtout, ne les ressemblent pas. Nous ne pensons qu'à eux quand nous choisissons des hommes qui, peut-être, ont leur vie. Elle ne m'écoute pas. Mes copines continuent de faire une fixation sur les hommes noirs. Elles s'y attachent comme des puces sur les oreilles d'un chien. Autant dire qu'elles ne se simplifient pas la vie dans cette société où les noirs sont minoritaires et les hommes statistiquement moins nombreux que les femmes. Autant dire qu'elles ne font pas grimper leur cote auprès de ces hommes noirs qui, les sachant acquises, font un peu ce qu'ils veulent. Un peu, dans cet énoncé, n'est qu'une façon de parler. Faire un peu ce qu'on veut, ça signifie ne faire que, c'est clair. Ils sont complètement tout-terrain, citoyens du monde féminin. Ils habitent tous les corps.
toutes les peaux, ils comprennent toutes les langues. Elle le voit bien, mais rien à faire. Pour ne pas m'enfermer dans une vaine déploration de cette situation, j'ai pensé qu'il fallait comprendre le phénomène. Depuis, je les analyse. Mes copines, en réalité, ce ne sont pas les hommes noirs qu'elles aiment tellement, c'est ceux qu'ils représentent ou pas. Le cas classique est celui des femmes pour lesquelles l'homme est le prolongement d'un père aîné, un abri sûr, comme une maison familiale dont on connaît par cœur les coins et les recoins, tous les vices cachés. Il n'y a pas à se fatiguer, l'intimité est facile, fluide, le quotidien, rythmé par des codes culturels de tout temps, maîtrisés. L'homme noir est une affaire qui roule. Avec lui, pas de surprise, rien à expliquer. L'homme noir, c'est que la partie inférieure du corps de sa femme prendra des proportions certaines avec les années. Il ne s'enfuira pas pour si peu. Il sait que la femme noire peut avoir la langue fourchue, la tendresse épineuse. Il ne va pas se croire mal aimé, certainement pas s'auto-détruire sous prétexte qu'on lui a parlé un peu fort. Si elle lui lance sa chaussure au visage, parce qu'elle a ses raisons. Si elle déchiquette ses vestes au cutter, parce qu'il n'y a rien à faire. L'homme noir sait rester stoïque et dire « Je ne peux même pas la battre. Son corps est mot partout. Une affaire qui roule, on vous le dit bien. La vie est pleine d'incertitudes, de défis à relever. Ces femmes cherchent un endroit tranquille. Rien qu'un endroit tranquille. Cet adjectif étant ici une façon de parler. La tranquillité entre noirs n'est pas dénuée de remous. Il y a aussi, parmi mes copines, qui ne peuvent se passer de ces hommes, mais qui ne vivraient pas avec. Jamais de la vie. Elles ne maîtrisent pas tout à fait les codes culturels qui le leur permettraient. Même en Occident, les Noirs ont des spécificités culturelles. C'est comme ça, ils ne peuvent pas faire comme tout le monde. Donc, ces femmes, élevées dans les milieux où on s'est lissé les contours pour entrer dans le rang, gravir l'échelle sociale, n'ont pas la culture, ni le niveau requis pour appréhender la question au quotidien. Elles le savent, parce qu'elles ont eu un père noir qui a rendu chèvre leur mère blanche, ou n'importe quoi d'autre que noir. Elles le savent, parce qu'elles ont eu une mère noire qui a dû baisser la tête, s'avouer vaincue, plier bagages. Elles le savent, c'est tout. Elles deviendront folles quand l'homme videra le compte joint, sans les en avertir. Parce que la culture veut que lui seul décide. C'est un homme. Même s'il s'agit d'un compte joint, il ne demandera pas la permission comme un petit garçon. C'est exclu. Il ira investir dans quelques affaires foireuses ou dans des futilités. Celles qui connaissent les codes savent qu'une femme censée possède les avoirs cachés, soigneusement dissimulés, dont elle ne parlera pas, y compris sous la menace d'une arme. C'est l'argent des enfants. C'est l'argent épargné en prévision de jours pluvieux. Quand l'homme vide le compte joint, elle l'insulte comme il faut, font la grève du sexe, avec lui seulement, elle ne cuisine plus ce qu'il aime jusqu'à ce qu'il ait réparé les dégâts. Cela prend du temps, mais elles ne deviennent pas folles. Non, elles vivent avec des principes simples. Ce n'est pas l'homme qui doit traumatiser la femme, mais l'inverse. Elles savent s'y employer, tranquillement. La tranquillité entre noirs n'est pas dénuée d'aspérité. Pour en revenir à mes amies, celles qui ne vivraient pas avec, mais qui ne vivraient pas sans. Parfois, elles cherchent le dépaysement. Des noirs avec un accent. Des noirs dont le corps leur est à la fois familier et étranger. Des noirs bien de là-bas. Souvent, c'est dans leur environnement originel qu'elles iront les trouver. Dans une autre vie qu'elles essayent, comme on enfile une robe dans une boutique avant de la remettre à la vendeuse. Les blanches ne sont pas les seules à faire ça. On ne se soucie pas des noirs. Voilà tout. On ne fait pas de reportage sur leur manière à elles de pratiquer le tourisme sexuel avec un parfum de retour aux sources. Sankofa ladies, Sankofa. Parmi celles pour lesquelles l'homme n'est pas une affaire qui roule, il y a les femmes qui cherchent l'étreinte d'un père absent, le regard qui ne s'est pas posé sur elles, la bouche qui n'a rien dit. Elles ne sauraient pas comment vivre avec cet homme qui n'a pas voulu les connaître. Mais il leur faut l'approcher, le toucher, combler le vide. Le goût de la couleur est une affaire subtile.
Assez d'entendre ça. Partout. Tout le temps. C'est d'une violence insoutenable. Incroyable. Qu'on entende ça. Partout. Tout le temps. Même les bouches autorisées. Militantes. Affligées. Compatissantes. Expulsent ce crachat. Partout. Tout le temps. Comme si les mots n'avaient pas de sens. Comme s'il était possible d'exprimer les choses n'importe comment. Comme si la vérité allait de soi. Comme s'il n'était pas utile de l'énoncer clairement. Sans équivoque. Dire une fois pour toutes. Qu'on l'entende une fois pour toutes. Qu'on l'imprime une fois pour toutes. Que non. Non. On ne se fait pas. On ne se fait pas violer. On ne se fait pas. On ne se fait pas. On ne se fait pas violer. On est violé. On est. On est. On est violé. On ne fait rien. On est. C'est l'autre qui fait. Le viol, c'est l'autre qui le fait. Personne. Jamais. Ni dans la brousse. Ni dans les buildings. Ni dans les champs. Ni dans le métro. Ni dans la savane. Ni sous les porches. Ni après un premier dîner. Ni même chez soi. Dans aucun des cas précisément. Parce qu'il n'en est pas question. Personne. Jamais. Ne se fait violer. Dans ces cas-là, ne nous cachons pas la vérité. Tu te débrouilles toute seule. J'ai vécu ça. Si, je t'assure. Dans la boîte où je bossais avant d'être embauchée ici. J'aimais beaucoup mon travail, qui pour une fois, correspondait à mes compétences et à mes aspirations. Et le salaire suivait. La belle vie en somme. Il m'avait prise en intérim avant de me faire signer un CDI. Je faisais des projets d'avenir et envisageais même de faire mon premier achat immobilier. Un investissement locatif qui m'aurait permis d'accroître mon patrimoine et d'acquérir quelques années plus tard ma résidence principale. Pour ne pas être relégué dans les marches les plus reculées du Grand Paris, il faut avoir une stratégie. C'est vrai, bien des endroits vont prendre de la valeur auprès de la petite ceinture. Mais moi, c'est Intramuros que je souhaitais acheter, et pas Château-Rouge. L'idée était donc de faire un investissement locatif qui s'autofinancerait quasiment, et de le vendre le moment venu. J'avais 28 ans et pour moi, c'était le bon moment. Enfin, tout allait bien. Tout allait bien dans cette entreprise. Tout, sauf les relations avec la gente masculine. Tout, sauf les sourdes tensions avec les collègues femmes. Le lundi matin, de manière systématique, alors que les représentants des services faisaient le bilan de la semaine écoulée et recevaient des directives concernant les objectifs à atteindre, le DG faisait des remarques sur mon physique. Des commentaires explicites et appuyés. Une fois, il allait jusqu'à demander quand on me verrait au bureau en bikini. Dois-je préciser que je ne me présentais pas au bureau de cours vêtu et qu'il n'y avait a priori aucune raison pour qu'il veuille me voir moi, plus qu'une autre, en maillot de bain 2 pièces? On souriait tout bonnement autour d'une table lorsqu'on ne s'esclaffait pas. Je suppose qu'il est normal d'imaginer une femme noire nue. Tu sais, nous n'avons jamais quitté la jungle. Même les femmes riaient, oui, du moment qu'on ne se moquait pas d'elles. On doit même rire de tout avec le boss, surtout si on est une femme. L'être féminin dans ce pays est une petite chose qui minaude, glousse et pleure. J'avais une collègue femme qui fondait en larmes tous les lundis matins si on lui faisait des reproches. Elle n'était pas vraiment peinée, loin de là. Elle avait développé des capacités lacrymales à convoquer à tout moment opportun son éternel féminin. Elle convoquait sa fragilité et son incapacité à s'en sortir sans le secours du mal. Elle mettait en avant ses atouts mammaires et tous les autres. Cessons de dire cela, que ce ne sont pas des primates. Malheureusement, c'est le cas. On voit s'opérer de drôles de mutations. Le genre masculin, en particulier, se trouble beaucoup. Mais l'évolution est lente et rien n'indique qu'elle sera favorable aux femmes. Pour revenir à cette collègue, jamais personne ne lui a demandé quand elle se présenterait au bureau en bikini. Je peux te dire qu'elle n'en foutait pas une et que son poste n'était nullement menacé.
On disait qu'elle tenait le DAF, le directeur administratif et financier, par ses bourses, au sens propre comme au sens figuré. Le malheureux, ils avaient une histoire et le malheureux avait eu la faiblesse de lui envoyer des courriers un peu pressants et chauds. La séduction fait partie du mode de vie français. Certaines femmes l'utilisent à leurs avantages et ne font que ça, d'ailleurs. Je n'avais pas d'empathie particulière pour le DAF, qui ne valait pas mieux que le DG. Le pire avec lui, c'est qu'il n'y avait jamais de témoin. Il attendait que je sois seule avec lui pour me faire des propositions déplacées. C'était un roublard. Sa mésaventure avec la collègue qui le faisait chanter ne lui avait pas servi de leçon. Il devait se dire que personne n'était au courant. Ou alors, ça le grisait de prendre des risques. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les femmes de l'entreprise ne m'ont pas soutenue quand j'ai commencé à me plaindre. Elles trouvaient amusante cette histoire de bikini, avaient décrété que je manquais d'humour. Quand je parlais du DAF qui arrivait à me salir rien qu'en me regardant, et qui me disait, entre autres, de venir m'asseoir sur ses genoux, je quittais aussitôt les lieux. L'une d'elles m'a dit que je devais m'estimer chanceuse d'attirer autant l'attention de ces messieurs. Voilà ce que pensent les femmes quand tu affrontes ces situations. Les femmes n'aiment pas les femmes, c'est ce que tu dois retenir. Le jour où j'ai prononcé le mot de harcèlement, c'est une femme qui m'a dit « Le harcèlement, c'est quand celui qui te courtise ne te plaît pas. Si tu le trouves à ton goût, tu vois les choses différemment. » J'ai compris qu'il aurait été vain d'ester en justice. Personne n'aurait témoigné en ma faveur. Je me serais engagée dans une procédure longue et épuisante nerveusement, sans la moindre garantie. J'ai démissionné. Impossible de trouver un emploi équivalent depuis. Inutile de te dire que je n'ai toujours pas réalisé mon investissement locatif, puisque je gagne moins bien ma vie qu'en ces temps-là. Non, non, je ne viendrai pas témoigner, je ne veux pas m'exposer. Mais je te comprends évidemment, je suis passée par là. Le pays dit noir ou française. Le pays dit qu'on ne peut être que noir ou française. La pensée du pays est binaire, polarisante, limitée. Elle résonne comme une sommation. La pensée du pays sent la fin de la confiance en soi, la fin du pays. La France ne sera pas la France tant qu'elle dira noire ou française. La France ne sera pas une grande idée, rien qu'une triste réalité tant qu'elle dira noire ou française. La binarité, ce n'est pas français. Ce n'est pas ce qui est le mieux, ce n'est pas ce qui groove le plus, ce qui swing le plus, ce qui promet le plus. La binarité n'est pas désirable. On s'y oppose spontanément, on s'en détourne résolument. Elle impose le choc, réduit tout au choc. La binarité est une fausse proposition. Le mieux, c'est la fusion, française-noire. Le mieux, c'est l'addition, française et noire, qui ouvre sur un ternaire puisqu'un troisième terme en sortira. Le mieux, c'est la conjonction, la coordination. Noire de France, où la fusion est un équilibre, une voie sûre, une perspective. Le mieux pour beaucoup, c'est de dépasser les limites, user de la nation, voire plus grand. Le mieux pour beaucoup, c'est de transcender la couleur, qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de race. Qu'il n'est pas question de biologie, mais de culture, d'appartenance mitoyenne en soi. D'histoire de la mémoire d'une rencontre sur laquelle il est impossible de revenir. Celle qui invente un langage nouveau. Celle qui ne croit pas en l'achèvement du monde. Celle qui brise les cloisons factices. Celle qui accouche de l'avenir et se disent afropéenne.
Gogo. Marianne. Alors là, c'est les trois Aminata. Aminata Kamara. Aminata Diallo. Aminata Badili. Adama. Fatima. Jackie Diallo. Aïcha. Aminata. Aïssata. Anna. Daouda. Et Dala. Et bien sûr, Madame Diallo.